Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de lecture qui rentre dans le cadre du module 3, étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Module 3, étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Activité de lecture, langue intégrée. Le support sur lequel nous allons travailler est la scène Antigone, Créon et les gardes, une scène extraite de Antigone de Jean Anouilh. La scène s'étale sur les pages 60, 64. Donc ça va de la page 60 à la page 64. Alors, quelles sont les compétences que vise cette activité? Alors, tout d'abord, étudier une scène comique et deuxièmement, identifier quelques figures de style. Identification de la scène. Vous savez que on commence toujours par une petite identification. Histoire de nous de rafraîchir notre mémoire, de essayer quand même de s'entraîner un petit peu à garder en tête les dates importantes, les titres des œuvres, la date de leur publication, etc. Donc, commençons par l'identification, comme c'est devenu une chose qui est quand même plus, je vais dire, classique, habituelle. Alors, identifier le... Il s'agit de la scène Antigone, Créon et les gardes. Elle est extraite de l'œuvre Antigone. Antigone, une pièce de théâtre, tragédie moderne, écrite en 1942 par Jean Anouilh. C'est qui Anouilh? C'est un dramaturge français. Antigone est représentée pour la première fois en 1944, comme je vous le dis toujours. Alors l'année 1944 est l'année qu'il faudra retenir pour l'examen régional, puisque les autres dates ne sont pas très importantes. Il faudra mémoriser uniquement la date 1944. Donc représentée pour la première fois en 1944 et publié bien évidemment en 1946. Donc après l'identification du passage vient la situation du texte. La situation du texte qui est une étape primordiale dans l'activité de lecture, dans la lecture méthodique. Alors, où se situe cette scène dans l'œuvre? Où se situe cette scène dans l'œuvre? Alors, vous savez que l'œuvre peut être divisée en 4 parties. La première partie est dite scène ou les scènes d'exposition. La deuxième, c'est le ressort de la tragédie. La troisième, le nœud. Et la quatrième et dernière partie, c'est le dénouement. Alors, où se situe cette scène dans la pièce? Alors, pour me répondre, il faudra bien sûr aller voir la structure de la pièce. Nous l'avons déjà faite auparavant. Alors, en cherchant dans la structure, on trouve que cette scène, bien évidemment, se trouve dans la partie le ressort de la tragédie. Donc la scène se situe dans la partie ressort de la tragédie. Alors la partie ressort de la tragédie compte combien de... Le ressort de la tragédie compte la scène Créon et le garde, la scène monologue du cœur, la scène
Antigone et les gardes, c'est la scène où on a quand même capturé Antigone et euh, on a essayé de la ramener de force au palais pour voir Créon. Et la scène Antigone, les gardes et Créon, la scène que l'on est en train d'analyser. Situation du texte, situation par rapport aux événements. Donc pour situer la scène par rapport aux événements, que pourrait-on dire? Alors n'oubliez pas que la scène qui précède est bien évidemment celle où les gardes étaient en train de rigoler, ils étaient heureux d'avoir arrêté Antigone, arrêté la coupable, et ils voulaient en fait fêter cela, fêter ce triomphe en festoyant bien évidemment. Voilà, donc, et dans cette scène, que vous devez bien évidemment lire avant de commencer à voir l'analyse. Donc dans cette scène, c'est Créon qui rentre en scène, les yeux quand même, je vais dire, je cherche quand même le mot. Alors peut-être je vais employer écarquillé. Alors, il ne croit pas ses yeux. Il voit Antigone, les menottes aux mains. Alors, il est complètement stupéfait. Donc, voici ce que l'on pourrait dire éventuellement pour situer cette scène. Antigone, qui était sortie finir ce qu'elle avait commencé. N'oubliez pas que l'enterrement de Polynice a été entrepris pendant la nuit, la première fois, et personne ne l'avait en fait surprise la première fois quand elle s'est servie de la pelle, de la petite pelle qui appartenait à Polynice. Et bien sûr, elle n'a été arrêtée que la deuxième fois quand elle est sortie pendant le jour, en plein jour, pour finir ce qu'elle avait commencé, c'est-à-dire pour recouvrir de terre le cadavre de son frère Polynice. Donc elle est arrêtée par les gardes et emmenée devant Créon qui n'en croit pas ses yeux. La jeune fille, Antigone, avoue avoir tenté à deux reprises, deux fois, d'inhumer, enterrer, ensevelir la dépouille ça veut dire le cadavre, donc d'inhumer la dépouille de son frère Polynice. Voilà. Alors, on enchaîne maintenant avec les problématiques de lecture. Alors, première problématique, où se manifeste le comique dans cette scène? Et deuxièmement, où réside la modernité de cette scène? Voilà. On passe aux axes de lecture. Alors, commençons par le premier axe, stupidité et bêtise ou la tonalité comique. La présence des gardes souligne l'écart entre deux univers complètement opposés, l'univers de la comédie et celui de la tragédie. Alors, les gardes, personnages de comédie, malgré en fait leur stupidité, égayent un peu l'atmosphère tendue de la pièce, malgré leur stupidité, chose que nous apprenons dès le début de la pièce, dès le prologue, qui, en les décrivant, a souligné le fait que les gardes, ce sont des hommes qui sont complètement dépourvus de
toute imagination. Voilà donc les gardes, malgré leur stupidité, égayent un peu l'atmosphère tendue de la pièce. Quels sont les traits de caractère qui prêtent à rire chez les gardes? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait des gardes des personnages comiques où se manifeste le comique dans cette scène? Un esprit obtus c'est-à-dire bouché, limité. Donc, le garde qui fait le rapport manque d'inventivité, il manque de créativité puisqu'il ressasse c'est-à-dire répéter, il ressasse les mêmes propos qu'il a déjà prononcés dans la scène précédente, à part bien sûr le mot garce qui va être substitué, situation l'oblige, il est devant le roi, il ne peut pas prononcer un tel mot, un mot qui s'avère éminemment vulgaire. Donc il remplace le mot garce par diablesse, mais en fait le reste du discours est quasiment le même, comparant le discours du garde dans les deux scènes. Alors, dans la page 57, le garde dit: je tourne le dos une seconde, je te demande une chic. Qu'est-ce que la chic? La chic, c'est un morceau de tabac qu'on mâche. Et allez, le temps de me la caler dans la joue, le temps de dire merci. Vous voyez les tournures faisant partie du langage familier qu'emploie, je vais dire, continuellement le garde. Donc le garde en fait parle un langage quand même, je vais dire, familier, mais de temps en temps il recourt aux mots grossiers. Donc le temps de dire merci, elle était là à gratter comme une petite hyène et en plein jour. Et c'est qu'elle se débattait cette garce. Alors le mot garce, c'est un gros mot, hein. C'est un mot vulgaire qui veut dire une femme ou plus une fille de trottoir ou une prostituée. Donc, quand j'ai voulu la prendre, c'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. Donc, je tourne le dos une seconde, je te demande une chic, il demande la chic à son camarade, le temps de la caler dans la joue, le temps de dire merci, elle était là à gratter, et en plein jour, et c'est qu'elle se débattait, cette garce, quand j'ai voulu la prendre, c'est qu'elle voulait me sauter aux yeux, elle criait qu'il fallait qu'elle finisse, etc. Et on compare euh, cette réplique à celle-ci dans la page 62. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça, le temps que je me la cale à la joue, chef. Le temps ici, il est en train de s'adresser à Créon. Dans la scène précédente, il parlait à son ami. Donc, le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là à gratter avec ses mains. En plein jour, elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a essayé de se sauver peut-être? Non, elle a continué de toutes ses forces, aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse. Là, il va changer le mot garce par diablesse, mais en fait, le reste du discours est presque le même. Elle voulait continuer encore, elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas tout à fait recouvert. Donc le garde répète presque d'une manière mécanique les mêmes phrases, les mêmes formules qu'il avait déjà employées dans la scène précédente.
Voilà, donc ce qui prouve son esprit limité, c'est ce qui prouve également, c'est ce qui justifie en fait l'expression du prologue dépourvu de toute imagination. Des réponses hors de propos, des réponses à côté. Le garde donne des réponses hors de propos chaque fois que Crayon l'interroge. Page 60. Crayon dit: lâchez cette jeune fille. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On doit répondre à la question qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on est en train de. euh, Pourquoi est-ce qu'on a arrêté la jeune fille Antigone? Que répond alors le garde? C'est le piquet de garde-chef, on est venu avec les camarades. Donc la réponse est complètement à côté par rapport à la question qu'est-ce que ces crayons s'attendaient à une explication pourquoi on a capturé Antigone. Voilà. Une répétition agaçante, énervante. La répétition systématique du mot chef. Dans la scène, nous avons 9 occurrences du mot chef, euh, ce qui rentre dans le cadre du comique de mots. La répétition mécanique du mot chef rentre dans le cadre du comique de mots. Alors, le mot chef rythme toutes les interventions du garde. Ce mot finit par agacer sérieusement Crayon vers la fin de la scène. Un excellent opportuniste. Alors, le garde est un vrai opportuniste. Le garde cherche à ravir la vedette à ses camarades. Chercher à ravir la vedette, ça veut dire être au premier plan. Euh, C'est-à-dire, il voulait attirer l'attention qu'il doit porter sur les autres. Il voulait que le roi se dise, tiens, bon, voilà, c'est lui qui fait son travail comme il faut. Alors, donc, il cherche à ravir la vedette à ses camarades en répondant à toutes les questions du roi, y compris à celles qui sont adressées à Antigone. Exemple, Crayon à Antigone. Donc on a quand même la didascalie à Antigone dans la page 63. Autant-il arrêter? Le te ici c'est Antigone. C'est le garde qui va répondre près du cadavre chef. Encore une autre question adressée à Antigone. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Ton frère, ça veut dire il s'adresse à Antigone. Et c'est encore une fois le garde qui répond ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène, etc. Donc il répond à toutes les questions et, et même aux questions que Crayon adresse à sa nièce. Deuxième axe de lecture, un langage familier parsemé de vulgarité. Alors maintenant, dans quel niveau de langue s'exprime le garde? C'est bien évidemment, le garde s'exprime dans un langage familier. Il dit, je voyais plus. Donc ça, c'est du familier. Donc le premier élément de négation manque dans la phrase. Normalement, dans le langage courant, on dit, je ne voyais plus. Deuxième expression, je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça. Une chic, c'est du langage familier. Passer ça, c'est du langage familier également. On emploie cela en langage courant à la place de ça. On s'était mis sur une petite hauteur. C'est du langage familier. Normalement, on doit le remplacer par, nous. Nous, donc qui doit remplacer le en ici. Et une petite hauteur, peut-être il aurait dû employer pour être
dans un langage courant, peut-être colline. Euh, il ne se contente pas uniquement du langage familier, mais il recourt également à quelques mots faisant partie du langage vulgaire. Donc le discours du garde est parsemé de mots vulgaires. Dans la scène précédente, on note les deux gros mots employés par le garde dans les deux exemples suivants. Donc la fille d'Eddie, puis les putains. Voilà, le premier mot ici, le premier mot vulgaire c'est putain. Putain qui veut dire prostituée. Les putains qu'on ramasse à la gare de nuit, elles disent aussi de se méfier qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Deuxième exemple, et c'est qu'elle se débattait cette garce. Voilà, garce qui reprend putain. Donc c'est synonyme de putain. Quand j'ai voulu l'apprendre, voilà. Donc le langage familier euh, utilisé par le garde, ou plutôt le garde ne se contente pas du langage familier, mais il ajoute également quelques mots vulgaires à son discours. Voilà. Pour quelle raison maintenant Annie a mélangé les registres et les genres? Alors, mélange des registres, ça, on en a parlé précédemment. On avait dit que dans Antigone, Annie a mélangé les trois niveaux de langue, à savoir le familier, le courant et parfois même on trouve des passages qui sont écrits en langage soutenu. Mélange des genres, on est dans la tragédie et dans la comédie. Donc la tragédie c'est un genre et la comédie c'est un autre genre pardon. Ça a été fait dans un seul but, c'est bien évidemment se démarquer de son inspirateur Sophocle et bien évidemment pour moderniser la tragédie. Donc Anouilh pardon, ne s'est pas contenté de parodier le modèle de Sophocle, mais il l'a modernisé en mélangeant les genres et les registres. Identifiez les figures de style suivantes et voici la première figure de style. Ça tremblait comme de la gélatine. Donc c'est clair puisque si vous avez un moyen qui saute aux yeux, c'est le com de comparaison. Voilà, donc c'est une comparaison. Deuxième figure de style, on aurait dit une petite bête qui grattait. Alors ici, vous avez un moyen qui est peu usité. Donc en fait, normalement, le moyen considéré comme classique dans la consommé également dans la comparaison est bien évidemment comme. Mais parfois, on peut employer, on aurait dit, ou on dirait, ou parfois même avoir l'air de, ou paraître, etc. Il n'y a pas que comme, il y a plein d'autres moyens que nous avons déjà vus ensemble auparavant. Donc on aurait dit, c'est clair, puisqu'on a ici un moyen de comparaison, donc c'est une comparaison, on aurait dit, elle ressemble à une petite bête qui grattait. Voilà une comparaison. C'est une bête. Ici, on, on a une comparaison, mais sans moyen de comparaison. C'est une bête.
On a comparé cette fille qui était penchée sur le cadavre de Polynice en train de le recouvrir de terre, comparée à une bête. Donc c'est une métaphore. Donc c'est une métaphore. La séance touche à sa fin. On est à la dernière phase de notre activité de lecture, à savoir la synthèse. Alors, bien que la pièce soit profondément tragique, n'oubliez pas que l'on est devant une tragédie. Elle a aussi des aspects comiques. Rappelez-vous le quiproquo dans la scène Antigone et la nourrice. Également les anachronismes que l'auteur a semés un peu partout dans la pièce. On parle de chapeaux, de cartes postales, de café, de tartines, de bar, de rouge à lèvres, de fusils, cigarettes, etc. À nuit, met en scène des personnages de comédie qui permettent de relâcher la tension en arrachant un petit rictus, un rire aux spectateurs. Les soldats de crayon, les gardes, sont des hommes rustres, grossiers et on ne peut plus imbéciles. Ils parlent un langage vulgaire. Rappelez-vous les mots employés dans la scène précédente, garce, putain, etc. Les gardes ne s'intéressent qu'à leurs petites affaires. Ils symbolisent la médiocrité de la vie qu'Antigone voulait fuir à tout prix. Le mélange des genres, tragédie, comédie, les registres soutenus, familiers, courants et parfois vulgaires peut être interprété d'une autre manière. Donc, un nuit dans la fonction ne consiste pas uniquement à parodier le modèle de Sophocle, mais également à le moderniser, souligner ainsi l'absurde de la situation où cohabitent les extrêmes, le sublime tragique et le grotesque comique. Alors voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre à n'importe quel moment. Et si vous avez des choses que vous n'avez pas très bien comprises, des choses qui restent ambiguës dans vos têtes, n'hésitez pas s'il vous plaît, je suis là pour éclaircir les choses. Alors merci de votre attention. Au revoir et à la séance prochaine, Inch'Allah.